Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. La situation en Algérie, pour une majorité très large de la population, dans leur vie de tous les jours, pour des millions de citoyens, s'est dégradée au point où ils ne peuvent même plus satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. Des millions d'Algériens ont basculé dans la précarité et la misère. Leur pouvoir d'achat s'est effondré dans des proportions à peine imaginables pour des Occidentaux, qui ne peuvent pas concevoir que la flambée des prix de presque tous les produits de la consommation la plus élémentaire puisse atteindre une telle ampleur. La bulle de prospérité illusoire et de consommation débridée a littéralement crevé. C'est le crash brutal et soudain pour quasiment toute la société algérienne. Selon le niveau de vie des uns et des autres, la société algérienne vit réellement et dans son quotidien une dégradation socio-économique qui a affecté jusqu'aux couches moyennes supérieures. Pour les catégories sociales les plus exposées aux aléas d'une gouvernance totalement médiocrate, c'est le naufrage, dans son acception la plus expressive. Le chômage y fait rage, dans des proportions hallucinantes, vraisemblablement plus de 40% de la population active. Si l'on en croit les chiffres mêmes des structures qui s'occupent de la main-d'œuvre, de l'emploi et des statistiques. Et si l'on prend pour base de calcul le financement des caisses de sécurité sociale, qui sont censées être financées par la population active salariée et qui néanmoins sollicitent l'aide directe de l'État pour leur financement. Pour des millions de gens, c'est le système D, le dabbar rasek au quotidien. Disposer d'un revenu suffisant pour nourrir et vêtir leur famille, accéder à des soins convenables, assurer une scolarité un tant soit peu normale à leurs enfants, procède pour de très nombreux Algériens désormais de l'exploit. De plus en plus d'entreprises, y compris du secteur public, ne peuvent plus assurer de salaire à leurs employés qui attendent leur paye depuis des mois. Les prix des produits alimentaires de première nécessité se sont envolés. Pour certains parmi eux, jusqu'à 200 à 300% en l'espace de 2 années seulement. Les soins médicaux, tout particulièrement la plupart des examens et des analyses, sont juste inaccessibles pour les plus démunis et un véritable luxe pour ceux qui disposent d'un revenu au-dessus de la moyenne. Mais il n'y a pas que la consommation courante qui pose problème. La dégradation a affecté tous les aspects de la vie de tous les jours. Aucun secteur n'en a réchappé. C'est une vraie et totale débâcle dans une société où le malaise et la mal-vie sont à couper au couteau, où tous les domaines s'en sont cruellement et lourdement ressentis. Il faut ajouter à tout cela tous les effets de la mauvaise gouvernance et de désordre naturel comme la sécheresse persistante et qui est venue aggraver très lourdement la situation. Les pénuries d'eau, l'incivisme ambiant, la bureaucratie quasi systémique, la corruption comme principal vecteur de distribution de richesses et qui niche dans toutes les procédures administratives, l'absence totale d'urbanisme et une infinité d'autres travers du genre viennent épaissir la mal-vie
et l'état de déliquescence des villes algériennes. Et c'est tout cela, en même temps, qui interpelle et questionne. Comment des conditions de vie aussi dégradées, dans un contexte aussi problématique, dans une société qui vit derrière ses baraudages, dans un système prédateur et corrupteur, comment de tels facteurs n'ont-ils pas provoqué, ou du moins pas encore, une réaction citoyenne d'envergure? Quelles sont les causes objectives d'une telle inertie? Ne faut-il pas craindre les effets d'une trop longue macération, d'une trop longue accumulation de problèmes, une dangereuse exaspération qui pourrait provoquer, à Dieu ne plaise, une réaction soudaine et violente, autrement dit une déflagration sociale? À plus forte raison que le régime a étouffé et subverti le Hirak, ce mouvement hautement civique, porteur d'une haute conscience politique et qui avait résolument opté pour la voie pacifique. En l'absence d'un véritable État, d'une véritable gouvernance, d'une véritable prise en charge de ces grands déséquilibres, la situation ne risque-t-elle pas d'échapper à tout contrôle? Alors, Algérie, détérioration généralisée du niveau de vie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adel Jabbar, analyste politique qui est avec nous depuis le Canada. Boualem Amoura, secrétaire général de la SATEF depuis Tizi Ouzou. Maître Wardia Lezoul, avocate et militante des droits de l'homme depuis Tizi Ouzou. Yamina Maghraoui, militante et syndicaliste depuis Alger. Alors, avant de recevoir mes invités, j'aimerais vous montrer quelque chose pour rentrer dans le bain, pour voir un peu ce qui se passe et pour étayer ce que je viens de vous dire dans cette introduction. Le journal El Bilad, vous allez voir le titre, il nous annonce qu'Alger est la deuxième ville la plus attractive pour les investissements et pour les hommes d'affaires en Afrique. Hein, et je ne fais pas plus de commentaires. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez souffrant, vous nous avez beaucoup manqué. Alhamdoulilah al-salama, nous sommes contents de vous voir rétabli, Adel Jabbar. Merci à vous tous. Merci. Pour vos vœux de rétablissement. Je ne cesserai jamais de remercier du fond du cœur tous les frères, toutes les sœurs et tous les amis et tous les téléspectateurs d'El Maghrabia qui m'ont écrit et qui m'ont aidé à traverser cette épreuve difficile. Je ne suis pas à 100% rétabli, il reste des séquelles, mais je fais avec. Mais il y a de l'énergie pour continuer le combat. Je le constate avec plaisir. Marhaba bik, Adel Jabbar. Alors, la situation à Adel Jabbar est littéralement explosive, sauf que d'un côté, on ne comprend pas pourquoi la société algérienne reste aussi léthargique. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Avec le souhait de vous voir exprimer des explications à cette situation. Adel Jabbar, l'Algérie n'a quasiment jamais atteint un tel niveau de dégradation, l'Algérie nouvelle de Tebboune, et un tel niveau, j'allais dire,
je ne sais pas comment exprimer. C'est comme si tous les gens s'étaient repliés sur eux-mêmes, chacun derrière ses baraudages, chacun s'occupant de sa propre famille et se désintéressant des autres. C'est comme s'il n'y avait plus de vie sociale, c'est comme s'il n'y avait plus de société civile, c'est comme s'il n'y avait plus de vie politique dans ce pays, à part les mensonges du régime et le blabla ordinaire. Adel Jabbar. Non, il faut revenir à une triste réalité. Il n'y a jamais eu de société civile. La seule société civile qui émergeait, qui apparaissait sur les écrans de télévision, sur laquelle on écrivait dans les journaux torchants de la dictature, c'était celle qui était l'œuvre du DS et du FLN et du RND et de tous les partis satellitaires. La société civile était composée pratiquement de sidération de la société algérienne. Cela est très vrai. Les populations algériennes sont sidérées, tétanisées, apeurées devant autant rentrer dans leur coquille. Je vous dis que ce type de soumission est rétive parce qu'elle contient une énorme rage, une profonde colère qui ne tardera pas à exploser, selon moi, parce que toutes les conditions, tous les ingrédients de l'explosion sociale sont là. Et ce régime cruel, criminel, inculte, sauvage, fait tout pour nous conduire à cette situation, à cette impasse. Nous allons y arriver allègrement. Ça fait 5 ans ou 6 ans que nous avisions sur la trajectoire terrible vers laquelle se dirigeait l'Algérie à cause de ce régime qui fait fi de tout bon sens. Il est démuni de toute raison. Il ne réfléchit pas, il ne croit qu'en lui, qu'à lui et qu'à ses sbires. Donc les Algériens aujourd'hui qui semblent rentrer dans leur coquille finiront par sortir, mais ils finiront par sortir suite à un véritable tsunami, à un volcan qui va exploser, à un séisme qui va frapper sous les pieds de cette dictature-là, et à Dieu ne plaise. À ce moment-là, on va rentrer dans le vrai sujet, c'est-à-dire que le rapport de force de la rue va prendre le dessus. Et vous ne craignez pas que l'explosion, puisqu'elle n'est ni dirigée, ni encadrée, ni qui n'a pas de véritable soubassement politique, syndical, militant, vous ne craignez pas qu'elle puisse dégénérer, Dieu ne plaise? C'est fort possible. C'est très fort possible. Alors restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous dans un moment pour en discuter en profondeur. Amina Maghraoui, militante et syndicaliste qui est en grève de la faim, en solidarité avec la grève de la faim des prisonniers politiques et des détenus d'opinion, est avec nous malgré son état de faiblesse. Amina Maghraoui, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, Jamal Eddin. Bonjour. Bonsoir, enfin c'est la même chose. Bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs de Magharibiya. Je voudrais d'abord, je vais peut-être surprendre ceux qui nous écoutent, mais je vais d'abord dire que je remercie les détenus d'opinion pour nous avoir donné la force de faire cette grève. Parce que pour moi, personnellement, c'était ma première épreuve. Quand on me parlait de grève de la faim, c'était pour moi, c'est le ciel qui me tombait sur la tête. Et puis je faisais tout pour décourager les gens à aller à la grève de la faim. Mais grâce à ces jeunes qui m'ont donné ce courage, parce que j'ai finalement découvert que je suis aussi courageuse, que c'est cette grève. Mais je ne la fais pas seule. Je suis avec Nassera Rouzlan, qui elle est la plus courageuse, et qui elle est à son 11e jour. Nassera Rouzlan aussi est en grève de la faim? Oui, elle est à son 11e jour. Oui. Il y a d'autres femmes aussi qui nous ont rejoints. Très bien. Vous êtes en train de démentir à votre façon
cette thèse qui circule sur la société civile qui avance qu'elle est totalement absente. Elle ne l'est pas totalement puisque nous vous entendons et vous êtes en grève de la faim avec d'autres militants. Restez avec nous, Yamina, je reviens à vous dans un petit moment. Avec nous, Bouelem Amoura, secrétaire général de la SATEF, Tizi Ouzou. Bouelem Amoura, merci d'être des nôtres. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia, bonsoir à tous les invités, sans oublier notre diaspora et les techniciens de Magharibia. Et merci de votre invitation. Je suis à Béjaïa aujourd'hui. Vous êtes à Béjaïa. Ah, Béjaïa, Khayar Nes. Alors, voilà Mamoura, une question comme ça de liminaire pour entrer dans le débat. Comment expliquez-vous cette, en l'occurrence, la gravité de ce qui se passe en Algérie, en l'occurrence, puisque la situation est gravissime sur tous les plans et de tous les points de vue. Comment expliquez-vous cette absence remarquée de la société civile, notamment de la société dite politique, de l'opposition, ou qui se prétend telle? C'est comme si ça n'existait pas. Il n'y a rien. Il n'y a aucun remous, aucun frémissement. On n'entend même plus parler d'eux, à part quelques petites déclarations par-ci, par-là. Comment l'expliquez-vous, voilà Mamoura? Oui, merci. C'est le cas presque de toute la société civile. Les partis politiques, ils sont absents. Depuis maintenant plus de 2 ans, il y a eu un certain éveil après le 22 février 2019, mais sinon ils sont rentrés dans leur, malheureusement, dans leur hibernation. Et il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de leur, comment dirais-je, de leur pratique. Parce que nous-mêmes, nous avons essayé d'intégrer depuis les années 90 des partis politiques, mais c'est là les conséquences de leur pratique. Malheureusement, ils ont un petit peu sabordé le travail politique. Et puis, il y a ce système qui est, il faut le reconnaître, moi je le dis, je vis en Algérie, qui est assez fort. Il est assez fort parce que nous sommes faibles, parce que nous ne sommes pas organisés aussi, parce que nous ne voulons pas d'une organisation. Même en plein Hirak, beaucoup de gens ont refusé, et à travers même la chaîne Magharibia, il y avait des débats. Là, on a proposé d'aller vers une organisation, pas d'une structuration, parce que ce système, il est organisé, il sait où il va. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose, depuis maintenant une année, il y a une persécution quotidienne du peuple algérien. Vous ne pouvez même pas placer une phrase, un mot, écrire quelque chose. Ces jours-ci, hier, avant-hier, des camarades dans toutes les wilayas, les représentants du SATEF sont harcelés. Les services qui vont voir des gens, est-ce que vous êtes adhérent au SATEF? Est-ce que vous avez la carte adhérent du SATEF? Ce matin, je reçois l'appel de notre représentant Tiaret. Avant-hier, c'est à Tamanrasset. Maintenant, c'est Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, parce que nos camarades de Tizi Ouzou, ils organisent un sit-in, une grève chaque mardi. Et pourtant, ils ne demandent rien de politique. Juste qu'ils demandent leur droit. Des gens qui n'ont pas été payés, le rappel, n'ont pas été payés depuis 2 ans, 3 ans. Et là, on va parler du pouvoir d'achat. Parce que les 10 000 dinars que je devais percevoir en 2020, ils n'ont plus la même valeur en 2022. Il y a eu l'inflation, par exemple. Donc maintenant, la société civile, il faut la réorganiser. C'est difficile parce que vous êtes persécutés. Vous avez des pressions quotidiennes. Nous recevons des lettres quotidiennement pour répondre, soit à la représentativité, quand ils veulent, comment dirais-je, appliquer le loi. Mais quand il s'agit de nous demandons à ce qu'ils appliquent la loi quand ça nous arrange, ils ne le font pas. Moi, je comprends les gens, et les gens doivent nous comprendre. En Kabyle, on dit « Harché ou Tsouad ». La situation est difficile. Vous voyez ce qui se passe avec les détenus politiques. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Je me permets de vous interrompre. Alors, avec nous aussi, nous avons le plaisir de recevoir Maître Wardia El Zoul, avocate et militante des droits de l'homme.
Maître Lezoul, marhaba bik, merci d'être des nôtres. Wardiya Lezoul. Est-ce que Maître Wardiya Lezoul est avec nous? Donc nous allons essayer de la joindre. Alors, nous allons d'abord écouter M. Tebboune qui nous parle de 80% des Algériens satisfaits dans un pays où tout baigne, je suis tenté de dire. Écoutons-le. لما نقول المواطن انا نقول لكم حسب الاحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول اخرى حامدين ربي اللي راهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تاعهم ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الاوامر؟ شكون اللي وصل الاوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء. ورانا بالمرصاد ما كونوا مهنيين لا رجعه. الوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل الحقوق نتاعو. Maître Wardiya Lezoul est avec nous, je disais donc avocate et militante des droits de l'homme. Maître Wardiya Lezoul, merci d'être des nôtres. Voilà, vous connaissez un peu la thématique du jour. Nous sommes en train de parler de cette débâcle. Oui. Débâcle à tout point de vue, multidimensionnel, social, politique, économique, financière, sécuritaire. C'est la débâcle totale. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est cette mauvaise gouvernance qui continue de gonfler le torse et de nous dire les Algériens sont à 80% satisfaits, parce qu'ils ne sont pas la Syrie. Ou alors une société civile politique qui se dit l'opposition et personne ne parle, personne ne branche alors que la situation semble être réellement au plus grave. C'est fractionné de part et d'autre ce saut qu'a connu le Hirak. Moi, je vais lier toujours mon intervention dans un sens où notre population, notre pays a connu ce mouvement pacifique, où nous avons connu un saut d'espoir et un saut de beaucoup de défis. Mais à ce stade, surtout avec l'année 2020, on s'aperçoit effectivement qu'il y a actuellement... Vous voulez dire 2022 Vous voulez dire 2022 peut-être? Nous parlons de 2021 surtout, parce que moi, de ma région, je remarque réellement un recul, un mutisme caractérisé de la population de par les événements, jusqu'à ces derniers événements des arrestations abusives et des grévistes. Et de tout ce qui se passe autour de nous, la cherté de vie, la crise sanitaire, la crise multidimensionnelle dans tous les secteurs, nous voyons et nous observons que le saut d'espoir est devenu réellement un saut dans l'inconnu, de part que les gens, réellement, monsieur, il y a ce qu'on appelle cette léthargie, elle nous vient surtout, je parlerai parce que comment je vais appeler, les situations s'accumulent. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'elle a connu, par exemple, ma région pendant les incendies derniers. Il y a eu pas simplement des dégâts forestiers, il y a eu des pertes humaines considérables, et que moi, personnellement, quand je pars, par exemple, parler à des gens, à nos concitoyens, de la situation du marasme actuel, c'est vrai qu'il y a le marasme, c'est vrai qu'il y a un silence sournois, c'est vrai qu'il y a ce mutisme de part, je vais dire, non simple, parce que c'est pas aux citoyens de parler.
où les révolutions, où les situations doivent se déclarer de part cette élite qui a déjà composé ce mouvement, qui doit continuer à accomplir ou à accompagner et dénoncer ces crises. Malheureusement, il y a un recul et comme vous venez de le dire, il y a un mutisme, un silence, un marasme et qu'on peut imputer toujours, on impute ce silence à ce bras de fer que l'État et l'autorité judiciaire qui est instrumentalisée actuellement pour étouffer non simplement la parole, un simple geste, je clique sur un avis de quelqu'un sur Facebook, je me retrouve poursuivi par de lourdes. Et nous allons y arriver, Maître Ordea Lezoul. Je reviens à Boualem Amoura, puisque c'est un syndicaliste, puisqu'il est en Algérie, pour nous donner quelques informations sur la réalité des choses, sur le niveau, la dégradation du niveau de vie, sur la flambée des prix. Boualem Amoura, nous avons entendu parler ces derniers jours, par exemple, là, je vais donner le prix d'un produit, entre autres, la viande, qui a atteint en quelques jours, elle est passée à des plafonds absolument jamais vus, quoi. On nous dit que la viande d'ovin est à 1700 dinars, que celle du bœuf est à peu près à 2000 dinars. Elle a augmenté de 400 et de 700 dinars en l'espace de quelques jours seulement. Est-ce que vous pourriez confirmer, est-ce que vous pourriez nous donner une idée générale sur les prix, sur cette flambée des prix et sur la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens? Oui, merci encore une autre fois. Mais tout à fait. Votre introduction, moi je pense qu'elle a été générale. Vous avez si bien, vous avez tout dit en quelque sorte, mais je peux rajouter certains arguments. Quand on parle des produits de large consommation, c'est vrai que certains ont augmenté de 100%, 200%. Nous le vivons quotidiennement. Moi, je peux donner un exemple le plus concret. C'est je rencontre un immigré, parce qu'un immigré, quand il vient, il y a l'échange parallèle. Là, on ne peut pas le cacher. Donc, il vient. Mais cela fait 2 ans qu'il n'est pas venu avec la pandémie Covid. Mais quand il arrive, cela fait maintenant 15 jours, eh ben, il ramène 5000 dinars avec lui. Et puis, c'est un petit patelin. Hein, c'est pas vraiment là, c'est dans une petite commune. Chez nous, bien sûr, eh bien, les 5000 dinars, il me dit, écoute, j'ai pas l'habitude de dépenser autant pour des futilités. Il n'a rien ramené. Ça, c'est quelqu'un il y a un change, 1 pour 200, il faut le dire. On ne peut pas cacher le soleil. Ça veut dire 5000 dinars, 5000 dinars, en fait, il a ramené 20 euros. 20 euros, eh ben, d'habitude, il peut peut-être vivre avec 3-4 jours. Faire ses commissions. Mais là, lui-même, il était étonné. Donc, il nous disait, mais comment est-ce que vous vous sentez dans ce pays? Pourquoi? Parce que c'est vrai, moi, je viens de venir de Tizi Ouzou vers Béjaïa, je m'arrête en cours de route, et puis sur la route, j'achète de la pomme de terre, c'est à 90 dinars. Mais chez les commerçants, vous allez la retrouver à 100-120 dinars. La banane, elle est à 400 dinars. La banane, hier, je l'ai achetée. C'est pour faire plaisir c'est pas tous les jours, hein, à mon fils. Et puis, vous avez tout cité en quelque sorte. Vous aviez même parlé des radios, des analyses. Des radios, quand vous allez faire une radio, pour quelqu'un déjà qui est assuré, qui a une assurance sociale, comme nous, les fonctionnaires, et nous avons du mal à faire ces radios-là. De 5000 dinars et plus, de 2000 dinars, des analyses à 2000 dinars, et vous faites des fonds remboursés. Et ce n'est pas remboursable, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale en totalité? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. En France, ici en France, vous allez faire une radio, elle est remboursée à 100%. Vous allez faire des analyses dans le laboratoire, elles sont remboursées à 100%. Ou alors, quand il y a des dépassements, c'est remboursé par la mutuelle. Mais vous me dites que ce n'est pas remboursé? Ce n'est pas, écoutez, c'est remboursé et vous étiez là en Algérie,
sur une loi de 1983. À l'époque, on payait le médecin généraliste à 100 dinars et vous rembourse 80%, vous avez 40 dinars. Mais là, le prix bas des généralistes, il est à 1200 dinars et on vous rembourse toujours sur 80 dinars. Moi-même fonctionnaire, je paie pour la sécurité sociale mensuellement plus de 8000 dinars, 8200 dinars. Et avec la fameuse carte Chifa dont il parle, j'ai le droit de tomber malade une fois par mois et l'ordonnance ne doit pas dépasser les 3000 dinars. Si ça dépasse les 3000 dinars, vous allez payer la différence. La réalité, elle est là. Et pour les radios, vous payez une radio à 5000 dinars, vous êtes remboursé sur un tarif de 700 dinars. Donc c'est pour ça que nous demandons, nous en tant que syndicalistes, de revoir tous ces tarifs-là, de les actualiser. Et comment font les gens qui ont... oublions les chômeurs, oublions les gens qui sont dans le désarroi. Parlons juste des gens qui ont le SMIC. Comment ils font les gens qui ont le SMIC pour se soigner, faire une radio, faire des analyses? Comment ils font alors? Écoutez, ils sont en dette d'abord, et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Je les connais, je suis avec eux, je discute avec eux. Pour eux, d'abord, ils n'utilisent pas la carte Chifa, ils utilisent cette feuille de remboursement. Et là, ils sortent du pharmacien, et des fois, vous savez, il ne se fait pas délivrer tous les médicaments de l'ordonnance. Il demande au pharmacien de lui donner juste la moitié parce qu'il ne peut pas payer toute l'ordonnance. Et dès lors qu'il a toute l'ordonnance une semaine ou 15 jours après, eh bien, il va tout de suite pour se faire rembourser sur le champ. Il ne peut pas attendre. Et puis, il y a des gens qui sont dettes. Avec la Covid, oui, ils sont obligés de faire des tests, des gens qui sont malades, je les connais, cette semaine encore, ils ont payé des radios à 5000 dinars, à 1800 dinars, eh bien, ils sont en dette, parce qu'ils ne peuvent plus, avec 20 000 dinars, ils ne peuvent pas se faire soigner. Je vais vous dire une chose, il y a dans une famille, des fois, ils choisissent quelle est la personne qui va voir le médecin. Et des fois, je vous dis une chose, ils prennent les traitements ensemble. Il y a un seul qui va voir le médecin et on lui donne le traitement et ils se le partagent, ce traitement. La situation est vraiment très grave. Donc, quand on parle de la sécurité sociale, il faut revoir aussi ce système-là. Moi, vous aviez parlé aussi de viande. Oui, les viandes, elles ont augmenté parce que les éleveurs, ils vous parlent aussi que les prix de l'aliment et tout, ils ont augmenté, ils achètent ces produits-là. Mais vous savez, moi j'ai les statistiques sérieuses. En 2017, l'Algérien consomme en moyenne 17 kilos de viande annuellement. Là, je dis les fonctionnaires, hein, je ne parle pas de chômeurs. Mais en même temps, les Tunisiens consomment 43 kilos de viande. La sardine, moi-même, je n'arrive plus à l'acheter. Quand elle fait la dernière sardine qui fait 750 dinars, on dit 75 000. Mais sinon, ce vendredi, à Tizi Ouzou, elle était à 1100 dinars le kilo. Pour un pays qui fait plus de 1500 km de côte. C'est là toutes ces choses-là que nous ne comprenons pas. Donc, mais Boualem Amoura, peut-être que les gens ne sont pas suffisamment informés, ou on fait tout pour ne pas les informer, que la flambée des prix de la viande est due principalement à deux facteurs. Le premier est que le régime a drastiquement réduit la facture d'importation de l'aliment du bétail, sachant que l'aliment du bétail est massivement importé. Donc c'était forcément une conséquence prévisible. Et la deuxième des choses est que quand il a créé cette pénurie, forcément il y a eu de la spéculation. C'est toujours comme ça. Quand il y a restriction et rationnement, il y a toujours de la spéculation. Et alors, en voulant empêcher la spéculation, le régime l'a encore aggravé, au point où les bêtes maintenant meurent de faim. Et donc, c'est normal que les prix explosent. Mais restez avec nous. Je reviens à vous. Adel Jabbar,
Vous êtes au Canada, mais vous connaissez très bien l'Algérie pour y être né, pour y avoir vécu toute votre vie, avant de vous retrouver au Canada. Comment expliquez-vous d'abord cet état de dégradation de l'Algérie nouvelle de Tebboune, au point où beaucoup d'Algériens commencent à regretter vraiment l'époque Bouteflika qui pourtant se distinguait par la hagra ou la hugara ou la corruption et tout. Et comment expliquez-vous cette immense démission collective? Moi, excusez-moi si je peux paraître dur dans les qualificatifs que j'utilise, mais il est vrai que c'est une vraie démission, et pas seulement des élites, pas seulement de la classe politique ou dite politique, pas seulement de l'opposition ou pseudo-opposition. C'est tout le monde qui a démissionné, c'est tout le monde qui se replie sur lui-même, Haddi Babdari, système D, Dabbar Rasek, et le reste ne m'importe pas. Comment expliquez-vous ça, Adel Jabbar? Le système D ne suffit plus en Algérie. Moi, je fais un flashback pour remonter jusque dans les années 80 pour dire voici la date réelle où la haute trahison a commencé à s'installer en Algérie. Avec Belkhir, on a désintégré de grands groupes des sociétés qui pesaient lourd dans l'économie nationale pour les parcelliser, puis pour créer des centaines ou des dizaines de milliers d'autres petites entreprises sans envergure, sans impact économique et social, et ce pour préserver l'emploi. Donc le social primé sur l'économique. Avec l'avenue des généraux en 92, qu'est-ce qui s'était passé? On a mis en place un gouvernement qui était présidé par le traître et le rabit de Ouiaya, qui a disloqué complètement l'économie nationale. Des grandes entreprises ont été vendues au dinar symbolique, aux petits copains dont parlait Tebboune, qui est l'ami intime de ces oligarques qui sont aujourd'hui emprisonnés. Au lieu d'être à Al-Mouradi, à sa place est en prison lui aussi. Donc il ne faut pas être surpris. L'opération de destruction de l'économie algérienne a bien commencé en 92. Quand l'imposteur Bouteflika est venu, il y a eu une pluie de dollars qui est tombée, de milliers d'exemples. Oui, mais comment expliquez-vous, Adel Jabbar, la situation actuelle qui est gravissime, et l'encéphalogramme est complètement plat. Le cardiogramme est complètement plat. C'est comme nous étions morts. C'est comme si la société était en léthargie, en hibernation. Elle n'est pas là. Ni la société, ni ses élites, ni ses pseudo-représentants, ni sa pseudo-opposition. Comment expliquez-vous une telle éclipse de la société? Jamal, il faut reconnaître une chose, raisonner, et comprendre la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Algériens. Il ne faut pas les accabler. Moi, je ne vais pas accabler Ibrahim Lalami ou la Mohamed Tajadid ou la Ben Naoum, etc. Ce sont des victimes. Le peuple algérien est victime d'un gros apartheid, d'une armée pratiquement au profil colonial. On le disait depuis 2 ans. Que fait Chingueliha? Il part acheter des Hercules. Que fait Chingueliha? Il achète des frégates. Ont-ils acheté les Canadair dont parlait Kedboun quand la Kabylie et l'Algérie brûlaient? Non, Hadou, c'est des criminels. Moi, je vous dis une chose. Le fond de ma pensée, c'est que l'apartheid est beaucoup plus avenant. Le sionisme est beaucoup plus avenant que ce régime dictatorial. Je le dis pourquoi? Parce que le sionisme, il est en train de punir un peuple qu'il considère comme un ennemi. L'apartheid de l'époque punissait et colonisait et faisait commettre des atrocités à un peuple qui considère... Mais Hadou, ils sortent de notre flanc. C'est des gens qui s'appellent Mohamed Kheddour, Tahar, etc. C'est des gens qui ont privatisé ce pays-là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la puissance des armes. Mais je vous dis une chose, elle est ma profonde conviction, c'est qu'on est en fin de cycle. Et chaque cycle a une fin et il y a un début, une renaissance quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque avec cette accumulation de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est dangereux, de tout ce qui est toxique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déflagration? Ça veut dire une société qui ne bouge pas du tout, mais puis le jour où elle va bouger n'importe comment et de façon très violente. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque dans l'air? Existe. Pourquoi? Parce que le régime criminel en place aujourd'hui n'est en train de produire que de la haine
les Algériens sont gonflés de haine et de détestation de ce régime-là. Ce débile qui parlait de 80% d'Algériens qui étaient contents de leur sort, qui sortent prendre un café à Bab el-Oued, qui sortent sans ces gorilles armés jusqu'aux dents, qui se promènent à pied à Al-Harrach. Je ne veux pas lui demander d'aller à Oumul-Bouari ou à Al-Khroub, il chauffe le malaise dans lequel se trouvent les Algériens. Et moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je suis sollicité pour aider des gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de quoi acheter un pain, et une pinte de lait ou un sachet de lait à leurs enfants. Et donc, il ne faut pas incriminer les... Quand les gens sont sortis le 22 février, l'Algérie s'est complètement transformée. Il y avait de la couleur, de l'art, de la culture, de la poésie, de la fraternité, les Nqandafa, etc. Ils ont fait habiller ce peuple-là de camisole grise et c'est la tristesse qui s'installe. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Yamina Maghraoui, vous êtes une syndicaliste très engagée, très connue en Algérie. Tout le monde connaît votre constance. Mais Yamina Maghraoui, je suis au regret de vous poser la question parce que je sais combien vous aimez ce peuple, combien vous êtes à ses côtés. Donc ne vous méprenez pas sur le sens de ma question. Comment expliquez-vous une telle passivité, non pas celle des élites, ou soi-disant élites, mais de la société elle-même? Pourquoi semble-t-elle avoir tous ses ressorts cassés? Pourquoi semble-t-elle aussi désespérée, aussi perdue, sans recours devant tout ce qui lui tombe dessus? Yamina. Bien au contraire d'elle-même, c'est une très bonne question, parce que dans un État en situation de déliquescence, les partis politiques sont faits sur mesure. La société civile est faite sur mesure. Et tous ces groupes sociaux, si on peut les appeler, ces organisations sociales, sont domestiquées et elles sont serviles. C'est ce qui se passe. Alors la vraie société civile, elle est incarcérée. Regardez ce qui arrive aujourd'hui aux opposants politiques. Regardez ce qui arrive à ce qui arrive à quelques partis politiques qui se comptent sur le bout des doigts. Où sont les autres qui sont plus d'une soixantaine de partis? Où sont d'autres syndicats qui buvaient du thé dans les salons des ministres pendant que les policiers nous tenaient dans les rues et pour nous conduire et nous embarquer dans les commissariats, dans les manifestations syndicales. Donc, voilà, justement, c'est la réalité. Et je crois que, comme l'a si bien dit Adel Jabbar, vous avez tout dit dans votre introduction. Mais moi, je ne suis pas du tout étonnée de ce qui se passe. Mais je cherche, comme tous les citoyens, comme tous les Algériens, comme tous ceux qui veulent le changement, nous cherchons ensemble une issue pour au moins nous entendre, pour pouvoir sortir comment dirais-je, cette spirale de violence, cette spirale de violence, de confusion, de traumatisme et tout ce qui s'ensuit. Donc je reviens parce que finalement, ça fait partie des indicateurs, d'un État en plein déliquescence. Et je suis étonnée, je suis pas étonnée, mais j'alerte sur l'importance de la sécurité alimentaire. Peut-être que certains ne peuvent pas saisir le terme ou le concept de sécurité alimentaire. Effectivement, lorsqu'il y a des crises sociales et lorsqu'il s'agit de problèmes de nutrition, lorsqu'il s'agit de problèmes de ravitaillement, lorsqu'il s'agit du coût quotidien des ménages, donc là, lorsque on n'arrive pas à se nourrir de la façon la plus convenable, et les Algériens sont très loin de se nourrir convenablement, et se rabattent sur les pâtes et sur les céréales, et voilà
les céréales et les Mais pâtes. Amina, Comment quelle sécurité alimentaire, terminer. pardon de vous interrompre, quelle sécurité alimentaire quand après un petit dysfonctionnement sur le calendrier des importations, tout le pays se retrouve en train de faire la chaîne pour un sachet de lait qui n'est même pas aux normes, qui, s'il était en Europe, il ne pourrait pas être ni vendu ni consommé. Il n'y a aucune sécurité alimentaire, tout le monde le sait, il n'y a aucune marge réelle. Exactement, Jamel. C'est l'une des conséquences parce que toutes ces crises, elles sont des conséquences. Donc, elles sont les conséquences d'un problème de fond. Comme si on est en train il faut toujours aller aux sources de ces conséquences. Quelle est la cause de ces conséquences? La cause de ces conséquences, c'est un état de déliquescence. Donc, il y a une absence dans lequel il y a une absence de visibilité absolue. Le pouvoir, donc, il fait cavalier seul, il ne sollicite pas, bien au contraire, il réprime les citoyens. Donc, il y a ce refus citoyen, donc les prises de décision sont rejetées parce que le pouvoir est légitime. Je donne comme exemple, par exemple, les milliards, les milliers de milliards qui ont été éparpillés, qui ont été spoliés dans les élections, dans toutes les élections faites par ce pouvoir. Les 30 millions de centimes qui ont été distribués, personne n'en parle. Il n'y a pas eu de contrôle. Quand les institutions de contrôle, qui sont le Parlement, qui est la Cour des comptes, sont infiodés, sont aussi au service de ce pouvoir parce qu'ils en font partie. Ils sont une partie intégrante et intégrée de ce parti. Voilà ce qui se passe parce que sinon, comment peut-on expliquer le fait qu'il n'y ait pas de révision de loi parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui génèrent le déficit financier. La loi sur... Donc, pourquoi on n'a pas mis en place, ça fait presque un an depuis que ce Parlement est là, et pourquoi n'a-t-il pas mis en place des lois qui seront efficaces dans la captation fiscale? Parce que, il faudrait savoir qu'il y a des pays qui vivent des ressources fiscales. Le trésor public est alimenté par les fiscs, à ma connaissance. Donc, si on ne veut pas, il y a un refus volontaire de la révision des lois sur le fisc, il y a un refus d'instaurer une justice fiscale parce que dans une justice fiscale, c'est les salariés, c'est les petits salariés, c'est les petits métiers, c'est les libéraux, les salariés libéraux, les travailleurs libéraux, les fonctionnaires libéraux, pardon, ou semi-libéraux, donc ils versent leur impôt en fonction de la rentabilité, en fonction des rentes. Alors là, nous sommes en pleine jungle, donc il y a une véritable jungle fiscale en Algérie. Alors, ce qui fait vraiment les frais, ce sont les travailleurs à partir de l'ERG. Donc, il y a plus de 11 millions de travailleurs qui cotisent je ne sais pas, donc, qui cotisent pour d'autres travailleurs, pour d'autres retraités, qui sont les ex-députés, les ex-ministres, les hauts fonctionnaires, les magistrats. Et restez avec nous, Yamina Ambraoui. Et je précise votre idée que les travailleurs algériens sont quasiment les seuls à cotiser, les seuls à payer les impôts avec son ATRAC à cotiser pour des salaires de luxe, des retraites de luxe, qui avoisinent parfois les 50, 60 fois la retraite d'un travailleur qui a passé 40 ans de sa vie à bosser, comme on dit. Alors, Bouhelem Amoura, comment expliquez-vous, s'il vous plaît, l'attitude de ce régime qui non seulement est autiste, mais qui est aveugle, on dirait qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas la situation actuelle qui est réellement explosive. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr
pour voir que la situation est réellement très grave, qu'elle risque d'exploser à tout moment, qu'elle risque de devenir incontrôlable pour tout le monde, y compris pour les gens les plus motivés, les plus déterminés à aller vers la démocratie, vers la justice, vers la dignité. Ce régime est-il aussi improductif, y compris, et plutôt aussi contre-productif, autant pour lui-même que autant pour les autres que pour lui-même? Est-ce qu'il ne voit pas que la situation est très grave? Boualem Amoura? Non, oui, merci. Vous l'avez si bien dit, il est autiste, aussi il est arrogant. En plus de ça, ce système se dit qu'il y a que lui qui est vraiment compétent, qui sait tout et tout. Moi, je vais vous rappeler le licenciement du président du CNES, Reda Ter, que je connais très bien, une compétence, mais qui est apolitique. Et il a été dégommé tout simplement parce qu'il voulait dépolitiser le Conseil national économique et social et environnemental. Et on le dit là, arrête, un jeune comme ça qui vient de la nouvelle génération, moi je reconnais qu'il est compétent, j'ai travaillé avec lui. Je lui jette pas des fleurs. Mais parce qu'il voulait dépolitiser, parce qu'il voulait proposer des solutions techniques, aller de l'avant et tout, mais là, on lui dit non, on parlait de la société civile. Une société civile qui ne sert pas ce système ne doit pas exister. Mais il est autiste, il est arrogant, il voit là où il va. Parce que tous les citoyens algériens, hier j'étais à Alger, tous les citoyens algériens le vivent quotidiennement. Quand vous voyez des jeunes, vous aviez parlé de chômage. Moi, j'ai le cœur serré à chaque fois que je les vois, même dans les villages les plus reculés de toute l'Algérie. Eh bien, vous avez des fois des gens qui sont diplômés, master 1, master 2, doctorants. Donc, je disais, je vous donne un exemple. Un exemple, ça, par rapport au chômage. Nous sommes dans l'éducation, le secteur de l'éducation organise des concours de recrutement pour le corps enseignant. En 2017, il y avait 700 000 demandes, c'est-à-dire candidats, 700 000, ça veut dire licence et plus, master 1, master 2, pour 29 000 postes. Donc depuis, parce qu'on dit que l'université algérienne produit plus de 250 000 diplômés annuellement, donc maintenant peut-être que nous sommes à 1 million de chômeurs, parce que dès lors qu'ils sont demandeurs, qui veulent être recrutés dans l'éducation, et c'est le seul ministère qui recrute, nous sommes devenus un ministère de l'emploi. Et vous avez parlé d'exaspération. Je me permets de vous interrompre et je vous rends la parole. Je vais vous montrer deux petites vidéos où, aux syndicalistes que vous êtes, puisque vous parliez de salaire, de salariés qui ne perçoivent pas leur salaire depuis des mois et parfois depuis des années. Regardez, ça se passe à Tbessa, la première vidéo. السلام عليكم يا جماعه. هذا مال العمال تاع بس 10 شهور مش مخلصين. راهم فاتوا المعتكف بالنفس. مازالين غير النفس يمشي ويجي. راك تشوفيهم بعينيكم. المشاريع ما كان حد شيء. راك تشوفيهم بعينيكم ها. راهم مواتوا هما حيين 10 شهور. شكون اللي يقعد 10 شهور يرحم والديك مولاد وجيع ما ياكلش. ياكل في التراب. تنولوا حربان احنا. Nous allons encore écouter d'autres gens qui se plaignent pour le même problème. يا خويا احنا في المؤسسه هذه تاع السهوب هذه رانا محقورين احنا زوليه. رانا عندنا في العام نخلصوا مرتين من راس العام لراس العام، عندنا 6 شهور 5 شهور ما نخلصوش. رانا بوليداتنا رانا بشر. رانا بشر راه بولادتنا احنا كتقعد 6 شهور وتوكل ولادك. الحانوت كي تروح ليه. Boualem Amoura, c'est quoi ce phénomène nouveau, quasiment nouveau, d'Algériens qui ne sont pas payés, y compris ceux qui sont dans le secteur public, ça veut dire qui travaillent chez l'État et qui ne sont pas payés pendant des mois et parfois pendant des années, nous dit-on. Boualem Amoura. Oui, moi je reçois des requêtes quotidiennement. Avant-hier, je vais pas citer, mais c'est notre représentant dans une wilaya du Sud, parce qu'il a été voir le trésorier pour demander auprès de ce trésorier
quoi, pourquoi les vacataires n'ont pas été payés plus de 2 ans. Et puis à l'académie, on lui dit pourquoi tu y vas. Mais quand on m'a appelé, j'ai discuté avec eux, ces gens-là de cette direction d'éducation, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent ces gens-là, règles, ils sont là, ils ne disent rien, il faut les laisser comme ça. Eux-mêmes reconnaissent qu'il y a parmi ces gens-là, c'est des enseignantes et des enseignants qui viennent d'autres wilayas, 2 ans ils ne sont pas payés, et là, ils te disent, nous reconnaissons qu'ils n'ont pas de quoi acheter pour se nourrir ou pour même s'habiller, mais tant qu'ils se taisent, c'est bien. Et pourquoi votre représentant, ils disent pour eux, ils disent qu'il est en train de créer de l'anarchie. Mais écoutez, payez-les et ils ne vont pas faire d'anarchie. À Tizi Ouzou, qui a toujours la première place dans tous les examens officiels depuis plus de 12 ans. Mais vous savez que les rappels ne sont pas payés depuis plus de 2 ans et jusqu'à 3 ans. Ça, c'est une réalité. Et puis, dans ce secteur-là public, parce que les travailleurs, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas le droit de structurer en syndicat, ils leur interdisent. Ils leur interdisent de structurer en syndicat, et ils sont là 8 mois, et quel salaire aussi, hein. Restez avec nous, Madame Amoura, pardonnez-moi de vous interrompre. Alors, avant d'aller vers Maître Wardia Lezoul, puisque nous allons entrer dans ce sujet brûlant des prisonniers politiques et des détenus d'opinion grévistes de la faim, nous allons y aller tout de suite et nous allons commencer par Maître Wardia Lezoul, les grévistes de la faim. Wardia Lezoul, voici donc une grève de la faim politique menée par des prisonniers politiques et par des détenus d'opinion auxquels le régime refuse d'ailleurs ce statut, puisque même quand ils en parlent, comme dans le communiqué qui a été fait par le procureur général pour démentir qu'il y avait une grève de la faim, il a dit une frange de détenus. Comme il ne peut pas dire des détenus de droit commun, il ne peut pas dire prisonniers politiques, il a dit une frange de détenus aurait... ce n'est pas vrai, il n'y a pas de grève de la faim. Alors, d'abord, comment se passe cette grève de la faim? Quelles sont les nouvelles? Maître Wardia Lezoul? Oui. Oui, alors, oui, je vous en prie. Je vous en prie, comme vous le savez, les détenus d'opinion en Algérie, le chiffre est délicatement n'est pas encore. On dit qu'il y a des 300. On parle de 300. On parle actuellement de 335 détenus et incessamment. La symbolique que les gens, que le peuple algérien, que le monde doit comprendre, que la symbolique de cette grève qui a été lancée incessamment à partir du 28 janvier 2022 a été liée à une date historique de notre révolution algérienne, de nos révolutionnaires pendant la guerre de libération en 57. C'est pas une date anodine. Moi, historiquement parlant, alors elle est liée à une date symbolique pour ébranler, pour dire haut et fort que le mouvement qui a été mené par les Algériens le 16 et le 21 février n'a pas été un mouvement de circonstances. C'est un mouvement qui est mené et qui continue encore d'exister. Revenons à cette, bien sûr, à préciser cette décision de grève. Cette décision de grève, on n'a pas assez parlé. Elle est liée, bien sûr, comme vous le savez tous, que les conduites habituelles, auto-agressives, elles sont fréquentées fréquemment dans les milieux incarcérales à travers le monde, mais un peu plus chez nous, de par le premier point, que ces arrestations, que
que moi, je dirais, c'est des arrestations abusives, des arrestations arbitraires, des arrestations illégales, de par les faits, parce que nous ne parlons pas assez de toutes ces arrestations. Vous parliez tout à l'heure, si je dois rebondir sur la crise économique, les gens se taisent malgré tout ce qui se passe, malgré toute cette amplitude de problèmes économiques, socio-économiques, parce que actuellement les gens ont peur. Les gens ont dit, on a peur. Et que quelque part, quand on revient à la position de nos grévistes, nos détenus politiques, vous connaissez pertinemment les conditions incarcérales. Si les gens ne les connaissent pas, il suffit juste de dire dans une chambre, il se ferme 48 heures, il revient me parler surtout de l'état psychologique, parce que les conditions, d'ailleurs, il y a la condition d'ailleurs légale. Ils sont incarcérés par le fait qu'ils ont dit ou qu'ils ont agi par un avis politique, comme vous le savez tous. Le deuxième point, cette grève est venue de par la protestation. Les grévistes ont entamé cette grève pour protester, dénoncer, tout d'abord a priori, le premier point qui est la détention provisoire qui est trop prolongée à leur égard. On en a tous les détenus confondus, ils sont incarcérés dans un lieu incarcéral dépassant les 9-10 mois. 10 mois. Un plus, le deuxième point sur lequel je veux rebondir, c'est la caractéristique des poursuites. Parce que ces hommes ou ces femmes incarcérées qui sont des opinions, plutôt des détenus grévistes politiques, je dirais que le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, que quand la décision a été déclenchée, il y a eu bien sûr l'attitude du parquet général d'Alger à dénigrer, à dénir, à même à réfuter l'existence de cette grève. Pour un fait que les gens à l'époque, qui ont commencé bien précisément à la date du 27 qui correspondait par un vendredi, et dans la loi, cette grève de faim existe. L'article 64 de la loi incarcérale précise que le détenu, dans les conditions inhumaines, dans les conditions insupportables, dans les conditions illégales, peut recourir devant la fermeture des solutions juridiques. Je suis désolée de dire, et je le dis à chaque fois à mes confrères, nous avons le rôle d'accompagnateur, parce que notre rôle, il est restrict. Même si on a beau accompagner ces détenus juridiquement parlant, parce que les textes, je reviendrai à l'article 87 bis, les poursuites se basaient à une certaine époque sur la qualification délictuelle. Et vers le moment où il y a eu la naissance, en mois d'août 2021, c'est pas la naissance, c'est parce que cet article, à mon avis, 87 bis, c'est un article qui a été achalandé même pendant les années 90. C'est une reprise avec quelques extensions des aléas, condamnant actuellement nos détenus à ce qu'ils appellent le caractère terroriste. De terroriste. Ce blasphème, c'est ça le blasphème. Quand on qualifie quelqu'un de terroriste devant une justice qui ne veut pas comprendre que pour inculper une personne de tels actes ou d'un tel acte, il faut l'accompagner d'un justificatif. Où est cet acte? Merci. Où est cet accompagnateur? Merci. Ce justificatif?
Merci, Maître Wardé Elzoul. Excusez-moi de vous interrompre. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur ce caractère très injuste de ces inculpations pour terrorisme. Un article sorti de la lampe d'Aladin du jour au lendemain, par ordonnance. C'est même pas, il n'a même pas été soumis à leur propre Parlement, qui est pourtant issu de la fraude électorale et qui est composé de leur propre nervi. Même ça, ils n'ont pas jugé bon de le faire adouber ou approuver ou valider par leur Parlement. Ils l'ont fait passer par ordonnance. Article 87 qui peut faire de n'importe quel citoyen un terroriste. Tous les Algériens sont devenus des terroristes potentiels. Adel Jabbar, c'est le dernier tour de micro sur cette grève de la faim politique de prisonniers politiques, de détenus d'opinion qui s'expriment très fortement, qui ont été menacés, qui ont même été maltraités, qui ont été frappés, qui ont été transférés dans d'autres prisons loin de leur famille par représailles pour inciter les autres prisonniers à cesser leur grève de la faim ou à ne pas la rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Moi, si tu permets, juste une petite... une minute. Oui, bien sûr. Pour revenir sur cette histoire de pouvoir d'achat, de misère, etc., j'ai consulté la pyramide de Maslow, le grand psychologue des années 40, qui avait établi une pyramide des besoins d'une personne. Et aujourd'hui, je constate qu'on est en bas de la base de la pyramide. Lui, il parlait de le minimum vital pour un être humain, c'est la respiration, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est le sommeil. Donc tous ces 4 éléments n'existent plus en Algérie. On a été privé de respiration. Ça, c'est le minimum du minimum pour tout être humain. C'est la base de la pyramide. Avant de monter vers des besoins autrement plus sophistiqués. Beaucoup plus importants. Et après, on vient à la liberté, on vient à l'accumulation de la richesse, etc. Pour monter au haut de la pyramide. Là, on est dans un véritable confort matériel, psychologique, moral, intellectuel, etc. On a la tête, la base. Ça, c'est un constat que je fais. Pour revenir à votre question concernant le pouvoir d'achat, le problème n'est pas le pouvoir. Le problème ne sont pas les prix, c'est les revenus des Algériens. Les revenus des Algériens ne sont pas en adéquation avec la réalité des prix. Parce que le marché, laisse le marché s'équilibrer de lui-même, c'est une règle. Le marché, c'est la réalité des prix, c'est le marché qui l'indique. L'État est un régulateur. Or, cet État colonial est là pour réprimer, pour punir, pour affamer les Algériens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit la facture des importations et il a dévalué le dinar. Du coup, et les Algériens ne peuvent pas accéder à cette calorie du pauvre. Parce que la viande blanche, le pain, le lait, c'est la calorie du pauvre, c'est le minimum vital pour un être humain. Or, aujourd'hui, on n'est pas en train d'assurer ses besoins et de répondre à ses besoins. Pour revenir à la question lancinante et déchirante qui nous crève le cœur à tous sur la détention illégale, illégitime, abusive de nos prisonniers politiques, moi j'ai consulté leur loi. Donc la loi Tahamadi, celle du 6 février 2005, qui portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale, quand je lis 3 ou 4 articles, je me dis qu'est-ce que je fous au Canada? Il vaut mieux que je rentre tout de suite en Algérie et aller en prison. T'as l'impression c'est le Club Med. Qu'est-ce qu'ils disent? Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité. Or la grève, c'est la grève de la dignité. Ce n'est pas la grève des bandits et des voleurs. Et assurer l'élévation de manière constante de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion et d'opinion. Or, ces gens-là sont détenus illégalement pour des raisons d'opinion. Aujourd'hui, vous faites un petit j'aime sur Facebook et on vous accuse de terrorisme. Maintenant, quand je vais aux articles 63 et 64 de leur loi, qui disent expressément que les gens ont le droit de faire une grève de la faim.
Ils ont le droit de ne pas se faire soigner. Il faut juste écrire au directeur de l'établissement, c'est-à-dire le tortionnaire qui gère ça. Et les gens ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. On doit les accompagner. Si on voit que leur santé est altérée, en danger, etc., on doit leur donner la médication qu'il faut. On doit les nourrir de force et on doit les soigner. Or, que fait ce régime criminel et ces Noukhabalat, les Arabia? Ils sont en train de tabasser des prisonniers. C'est la pire des lâchetés. France, quand elle prenait quelqu'un, envoyé sourire quand il a été arrêté par les parachutistes de la France, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le respecter, et son tortionnaire disait « c'est un grand homme, je le respecte ». Ils ne respectent pas les Algériens, ils n'ont que de la haine et du mépris pour les Algériens. Ils nous détestent, détestons-les. Moi, c'est mon leitmotiv. On a vu hier leur criminel de guerre, le criminel contre l'humanité. Là, en Suisse, il a été interrogé et j'ai appris que les avocats, c'est à peu près 20 000 euros par jour. Celui qui touchait le plus touchait 2 000 francs suisses par heure, c'est-à-dire 2 000 euros par. Qui paye? شكون اللي قاعد يخلص؟ اللي يخلص نجيبه قتل سرق خطف نحنا جدنا دخلونا في حيط. Et aujourd'hui, on continue à dépenser pour des criminels. Moi, ça me révolte. Merci. Et je lutterai à mort contre ce Merci Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous ne pouvons pas rappeler malheureusement Yamin Amraoui que nous avons perdu. Nous lui souhaitons beaucoup de courage dans sa grève de la faim. Et le mot de la fin, Boualem Amoura, malheureusement vous n'aurez que 2 minutes. Boualem Amoura, je suis désolé. Merci à vous pour votre compréhension. Je vous en prie. Le mot de la fin revient aux syndicalistes qui est près des travailleurs et des gens qui sont en train de souffrir en ce moment en Algérie. Oui, merci pour mettre un peu d'eau dans le moulin de M. Djebbar. Notre syndicat a fait une étude sur les salaires que doit toucher un fonctionnaire. On a pris la moyenne. Nous sommes arrivés à un salaire minimum de 82 000 dinars. Et c'est une étude sérieuse. Et nous avons même pris les prix moins que ce qui sont actuellement. Salaire moyen de 1000 dinars, vous avez dit? De 1000 dinars? Non, 82 000, 8 200 000. Ah, d'accord, 80 000 dinars, d'accord. 80 000 dinars pour une famille de 4 personnes. Et on a introduit à l'intérieur tous les besoins dont vous aviez parlé dans votre introduction. Donc, il y a un déficit minimum pour chaque fonctionnaire algérien, le plus bas, à gagner, un manque à gagner de minimum 20 000 dinars actuellement. Le problème de l'Algérie, c'est qu'il faut revoir la politique salariale, parce qu'il y a des gens qui touchent 40 millions et d'autres qui touchent 20 000 dinars, c'est insupportable. Donc il faut aussi revoir le partage de la richesse de ce pays. Nous avons le droit à la prospérité. C'est malheureux qu'en 2022, il y a encore des familles qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas payer leur loyer et bien sûr qui ne peuvent même pas rêver. Parce que vous avez parlé d'exaspération. Il y a un horizon sombre. Ces derniers jours, nous sommes passés de la haraga au suicide. Vous avez vu ce qui s'est passé à Constantine. 2 jeunes, ils se sont suicidés. Mais où va l'Algérie? Et pourtant, c'est un pays très riche. Il y a de la terre qu'il faut travailler. Nous avons des jésuites, nous avons des compétences, mais malheureusement, nous ne vivons pas bien en Algérie. Merci. Nous avons le droit à la prospérité. Merci Boualem Amoura, vous avez bien fait de le signaler. 2 jeunes, Rabbi Yarhamham, qui se sont suicidés à Constantine. L'un depuis Gantrat Sbetar, comme on dit, Gantrat Lahwa pour d'autres, et l'autre depuis le minaret d'une mosquée. Et c'est dire tout le désespoir, toute la détresse de cette jeunesse qui se jette à corps perdu dans la Méditerranée pour essayer de rejoindre l'autre bord, j'allais dire l'autre bord de la vie, l'autre rive de la vie, parce que pour beaucoup de nos compatriotes, surtout la jeunesse, ce pays est malheureusement devenu un enfer, pour beaucoup d'entre eux.
Merci Adel Jabbar, merci Boualem Amoura, merci Maître Wardia Lezoul, merci Yamina Magharaoui, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.